Bonjour, bienvenue à Citoji Talk, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mark Turner, chargé de la communication pour l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, et je suis aujourd'hui avec Roberto Schaeffer, l'un des plus grands experts mondiaux en énergie et en changement climatique, qui enseigne et qui mène des recherches à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, au Brésil. Il se penche entre autres sur les trajectoires d'atténuation illustrative qui sont citées dans le dernier rapport d'évaluation du GIEC et que nous allons d'ailleurs commenter plus tard. Donc dans le dernier rapport du GIEC et qui parle d'un avenir compatible avec un réchauffement inférieur à 2 degrés. Il travaille également sur l'amélioration des modèles des évaluations intégrées qui explorent les interactions entre les impacts politiques, physiques et économiques des changements climatiques. Bienvenue, Roberto Schaeffer. Merci Marc, je suis ravie d'être ici. Merci beaucoup d'être avec nous. On peut peut-être commencer en expliquant rapidement quels sont les termes que l'on vient de citer, comprendre comment les changements climatiques fonctionnent, quelles sont les incertitudes, etc. C'est déjà difficile pour les experts et les décideurs de comprendre, alors pour le grand public encore plus. Donc, qu'est-ce que sont ces évaluations et quels sont pouvez-vous nous parler de ces outils que nous avons, comment ils fonctionnent à petite ou grande échelle? Nous parlons d'outils mathématiques qui sont conçus pour nous aider à comprendre le développement humain, les changements sociétaux et la façon dont ils s'affectent et aussi les écosystèmes naturels. Donc ces outils mathématiques euh, proposent parfois une simplification de la réalité, car si on ne simplifie pas, ce serait la réalité en tant que telle. Donc, il s'agit d'essayer de capter toute la complexité du système terrestre, de la société, de l'avenir, du développement socio-économique. Donc, ce sont des outils très complexes dont nous parlons. Et parfois, il nous faut des journées pour pouvoir utiliser un modèle. Mais à ce jour, ce sont les meilleurs outils que nous avons pour faire face au développement socio-économique, la croissance de la population, la démographie, les coûts pour la société à venir, etc. etc. C'est ce que nous avons et d'une certaine façon, ça fonctionne bien et le GIEC euh, s'appuie beaucoup sur les résultats de ces trajectoires modélisées. Et quelle confiance peut-on avoir sur le fait que ces outils reflètent la réalité? Eh bien, ils sont bons si l'on pense à court terme, car si l'on parle d'un modèle comme celui-ci, on parle de milliers de technologies qui sont représentées dans ces modèles, donc on essaye de prévoir le coût, pardon, de l'énergie photovoltaïque d'ici à 2100. On essaye de représenter ceci dans le modèle, et de représenter dans le modèle le coût futur de l'énergie solaire, le futur coût des batteries électriques pour les voitures. C'est-à-dire que ce sont de bons outils, plutôt bons pour explorer l'avenir, mais simplement le futur. On ne pourrait pas dire s'ils étaient bons ou pas, ce qui va vraiment se passer à l'avenir. Mais ce sont les outils dont nous disposons à ce jour. Et lorsqu'on le regarde en arrière et on voit que ces modèles ont été utilisés avant, eh bien on voit que finalement, on est actuellement face à des scénarios qui correspondent à une réalité qui a été donc planifiée peut-être il y a une vingtaine d'années. Et donc, c'est ce qu'on avait prévu, c'est en quelque sorte concrétisé à ce jour en 2022. Donc pourrions-nous commencer par en savoir plus sur ces trajectoires d'atténuation illustrative, les trajectoires de concentration euh, euh, représentative. Donc est-ce que vous pourriez faire la différence? Alors, on va commencer avec les trajectoires de concentration représentative que l'on appelle RCP. C'est une sorte de paramètre qui nous disent au public ou même aux scientifiques le déséquilibre qu'il y a entre le rayonnement solaire qui frappe la Terre, qui atteint la Terre, et la quantité de ce rayonnement que l'on réémet depuis la Terre.
Et donc, actuellement, on reçoit plus de rayonnement que celui que l'on a pu réémettre, car pourquoi nous avons créé cette couche avec de gaz à effet de serre qui bloque une partie de cette réémission et qui serait pourtant nécessaire pour maintenir les températures plus basses. Et ce déséquilibre est exactement ce qui cause donc le réchauffement climatique. Donc ces trajectoires, ces RCP, représentent environ 1,5 watts par mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte de paramètre. Ça nous aide à comprendre que donc chaque mètre carré de la Terre, de la surface, avait une ampoule qui correspond à celle que l'on a dans nos réfrigérateurs à peu près, hein, d'un watt, hein, ou dans nos cuisines. Donc. Et donc, en gros, on génère cette chaleur. Donc, nous avons ce déséquilibre actuellement. Et par exemple, lorsque l'on parle de trajectoire de réchauffement de 1,5 degré, 2 ou 2 degrés, on parle globalement d'un nombre qui va avoir un RCP de 1,9 watts par mètre carré, ou dans le cas de 2 degrés, pardon, de 2,6 watts par mètre carré. Donc c'est un bon paramètre qui nous montre voilà comment on peut réduire ce déséquilibre. C'est pour ça qu'il est essentiel de s'y attaquer, on en reparlera. Et donc il est essentiel d'atteindre le net zéro, les émissions net zéro, car c'est simplement à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment où l'on bloque ce déséquilibre, on gèle en quelque sorte. Là, on atteint le net zéro. Donc c'est pour ça qu'il va falloir ensuite avoir des émissions nettes négatives où on va pouvoir extraire le CO2 qui donne de l'atmosphère pour essayer de faire redescendre ce RCP. Et alors les autres trajectoires comme les trajectoires socio-économiques partagées, donc ces trajectoires socio-économiques partagées, SSP, sont une sorte de représentation de ces futurs possibles, même avec différents scénarios socio-économiques. Donc, les scientifiques se sont mis d'accord pour en définir 5. Ces 5 scénarios, trajectoires, racontent différentes histoires, différents scénarios. Donc, un par exemple où il y a plus d'égalité, un autre où il y a plus de dépendance aux combustibles fossiles. Donc, ce sont des futurs, des avenirs possibles et donc vu à travers un prisme socio-économique. Il y a des conséquences évidemment différentes en termes d'émissions, en termes d'adaptation, des conséquences en termes de niveau d'atténuation dont nous allons avoir besoin pour maintenir les températures au niveau requis. Pardon, excusez-moi. Et donc, le trajectoire d'atténuation illustrative. Donc, dans le tout dernier rapport du GIEC, le 6e, qui a été publié en avril, nous avons examiné ou rassemblé environ 2000 scénarios d'atténuation mondiaux. Et évidemment, il est trop difficile de pouvoir évaluer ces 2000 scénarios. Donc, on en a choisi 5 illustratifs. Donc, ces trajectoires d'adaptation illustratives. Et qui ce sera des cas de figure différentes à expliquer et qui permettent de maintenir la température en dessous de 1,5 degré ou 2 degrés. Donc il y a 5 différentes trajectoires. L'un, c'est plus basé sur les énergies renouvelables, un autre sur une faible demande en énergie. Il y en a un autre qui dépend plus du développement socio-économique. Il y en a un qui dépend plus des émissions négatives. Et le 5e, c'est de ne pas faire grand-chose à court terme et de laisser beaucoup de choses à faire à long terme, pour compenser ceci. Donc ça nous fait 5 scénarios différents basés sur ces 2000 modèles que nous avons recueillis. Ce serait très intéressant de pouvoir tous les représenter, mais évidemment, on n'a pas le temps. Mais donc, il y a différentes conséquences qui sont liées à chacun de ces scénarios. Donc, ce ne sont pas des prévisions, ce sont des hypothèses entre lesquelles on peut choisir. Comment ces trajectoires aident les décideurs politiques à choisir l'une ou l'autre des options? Oui, Marc, comme vous le dites, on ne fait pas de prédictions, mais on explore, on examine des futurs possibles.
Et chacun de ces 5 différents scénarios d'atténuation montre ce qu'il faudrait si l'on veut dépendre plus ou moins de l'énergie solaire, par exemple. Dans ce cas, on pourrait avoir besoin de moins d'élimination de dioxyde de carbone. Et si c'est un futur où on aurait une plus faible demande en énergie, dans ce cas-là, la société serait différente qu'avec un autre trajectoire. Donc, c'est comme si on avait des autoroutes pour le futur et chacune s'accompagne de ses propres coûts, spécificités, etc., etc. Étant donné tous ces scénarios, il y a peut-être une question réductrice, mais qu'est-ce que l'on peut dire sur la probabilité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou à 2 degrés, n'est-ce pas, qui est une borne célèbre, évidemment. Est-ce que le 1,5 degré est encore d'actualité? Est-ce que quelle trajectoire permettrait de stabiliser le limitement ou d'avoir un dépassement très peu important? Marc, comme nous avons eu ces discussions pendant 2 ou 3 ans, lorsque nous rédigions le 6e rapport d'évaluation du GIEC, nous avons eu donc ces discussions et car nous avions plus de 2000 scénarios et vous avez pu les catégoriser par catégorie. Donc certains prévoyaient un monde avec un réchauffement en dessous d'1,5 degré en 2100. Certains parlaient d'1,5 degré avec un petit dépassement, d'autres parlaient de 2 degrés, et même certains de 2,5 degrés, 3 degrés et 4, 5 degrés. Donc, qu'est-ce que nous avons décidé de faire? Nous nous sommes dit que nous allions prendre simplement 5 de ces trajectoires et nous atteler à celles qui présentent qui limite les températures à 1,5 degré avec un léger dépassement. Et donc, 3 de ces trajectoires sont au-dessus. On a 1,5 degré avec un dépassement limité, un où il y a un gros dépassement, mais qui ensuite redescend à 1,5 degré après la fin du siècle, et l'un qui simplement maintient en dessous de 2 degrés. Pourquoi on a donc ces scénarios dont je viens de vous parler, ces 3 scénarios? C'est parce que, comme vous l'avez dit, si on ne prend pas des mesures urgentes dans le prochain rapport d'évaluation du GIEC d'ici 6 ans, le 1,5 degré sera hors de portée. Ce ne pourra plus être une réalité. C'est notre dernière chance de pouvoir explorer ces trajectoires et voir ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs. Si on ne le fait pas, si on ne prend pas des actions immédiatement, comme vous l'avez dit, ce 1,5 degré, dépassement de 1,5 degré, réchauffement, sera impossible, et même peut-être le 2 degrés aussi, et on sera plutôt dans les 3 degrés de réchauffement. Pour en venir à votre expérience passée, comment voyez-vous la probabilité d'atteindre ces trajectoires? Je ne sais pas si avant vous aviez des trajectoires comme ça prévues de la même façon, si ça peut être comparable, mais quelle, dans quelle mesure on peut se dire qu'on peut avoir la probabilité d'atteindre telle ou telle trajectoire? Nous essayons de plus en plus d'avoir une approche probabilistique pour ces trajectoires, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas véritablement capables de dire quelle trajectoire est la plus souhaitable. Et mathématiquement parlant, on pourrait dire ceci, mais on ne peut pas dire exactement quels différents pays ou gouvernements vont être capables de faire ceci ou cela. Donc si on prend ce chemin et on suit donc ce que dit là une trajectoire spécifique, on va avoir X% de limiter les températures à 1,5 degré. Si on prend tel autre chemin, ça va être X% de chance de limiter la température, le réchauffement à 2 degrés. Mais il y a beaucoup d'options, c'était comme un menu d'options qu'on offre au gouvernement. Et tant s'ils ne peuvent pas exactement suivre tout ce qui leur est indiqué, il va être très difficile de voir les réelles probabilités de voir telle ou telle température. J'aimerais approfondir ce concept de dépassement et voir ce que cela veut dire. Donc, c'est-à-dire un dépassement du 1,5 degré, du réchauffement à 1,5 degré.
quels vont être les risques aussi. En fonction de ce que vous avez dit, dans quelle mesure voyez-vous que les pays vont mettre en place des mécanismes qui permettent de gérer ces risques d'un petit dépassement, un dépassement plus important, ou d'un dépassement qui soit comme un point de non-retour? Croyez-vous que les pays font face à la réalité du fait qu'il y a un réchauffement? Oui, Marc, malheureusement, non, ils ne sont pas prêts à le faire. Pratiquement tous les pays ont déjà leurs engagements. euh, Et ces engagements sont écrits dans les contributions déterminées au niveau national, les NDC selon l'anglais. Et ces NDC font surtout référence à 2025, 2030, ce sont des engagements à court terme. Donc ces pays ont des engagements à court terme. Certains disent où ils veulent en être en 2050. D'accord. Donc le pays A dit qu'il veut avoir des émissions net zéro en 2050. Le pays B dit qu'il veut avoir des net zéro en 2060. Ou un pays dit qu'il veut avoir des émissions négatives de gaz à effet de serre à telle année. Mais beaucoup d'études du GIEC montrent que les engagements qui sont en place à ce jour ne sont pas suffisants pour avoir ce réchauffement à 1,5 degré. Et c'est même pas suffisant pour un réchauffement à 2,5 degrés. C'est plutôt pour un réchauffement de 3 degrés. Mais c'est même pire que ça. Car ce que l'on voit, c'est que même en ayant des engagements qui ne sont pas suffisants, les pays ne sont même pas capables de remplir leurs promesses. C'est pas simplement une différence d'émissions qui sont liées à mais il y a aussi un fossé dans la mise en œuvre de tout ça, car les NDC ne sont pas remplis. Donc la situation est vraiment très difficile, très difficile. Voyez-vous des pays ou des politiques qui reconnaissent la réalité à laquelle ils vont devoir se préparer, cette situation à laquelle ils vont devoir se préparer, un réchauffement de plus important qu'à 4,5 degrés. Donc, voyez-vous une sorte de changement d'esprit ou de prise de conscience de ce qu'est véritablement le réchauffement auquel il faut se préparer? Malheureusement, je ne crois pas. Ce qu'on a, c'est qu'on parle de gouvernements qui ont des mandats de 4 ans, de 5 ans, donc parfois il y a une réélection, ça veut dire qu'ils sont 8 ans ou 10 ans aux commandes. Et ces engagements sont des engagements à plus long terme, on parle de 2040, 2050, etc. Donc c'est très facile pour eux de promettre quelque chose, de s'engager à quelque chose à 2050 s'ils savent qu'ils ne seront plus là ou qu'ils n'auront plus les rênes de leur pays à ce moment-là. Et, et à la date d'échéance de l'engagement. Donc certains engagements sont vraiment ambitieux, mais je doute euh, qu'ils se réalisent. Certains de ces engagements, ou beaucoup, euh, concernent 2030-2040, mais c'est simplement, il faut voir aussi ce qu'on va faire les années avant. Enfin, il faut voir comment on va y arriver. Il y a aussi 2031, 2029. Donc il faut vraiment voir l'évolution de cette trajectoire, n'est-ce pas? Donc, et parfois, on voit simplement une date d'échéance, un changement de décennie. Mais il faut vraiment avoir des vrais plans pour voir comment on va arriver à telle ou telle chose et comment on va faire après. Ou pour réduire les risques d'un monde qui se réchauffe. Oui, absolument. Vous avez parlé de l'élimination du dioxyde de carbone, qui est dans cette trajectoire. Donc, toutes les trajectoires euh, qui parlent de 1,5 degré ont besoin de cette élimination du CAD donc pour réduire les émissions et pour éliminer le CO2 qui est déjà dans l'atmosphère. Est-ce que vous pouvez nous parler de la sensibilité accrue ou la probabilité d'utiliser ces techniques? Comment est-ce que ces débats ont-ils changé au cours des dernières années? Lorsque l'on parle d'élimination du dioxyde de carbone, le décès, il faut dire clairement qu'il y a différentes formes. Donc, on a d'abord les solutions fondées sur la nature, le boisement, le reboisement, l'amélioration de la qualité des sols, de la qualité des pâturages. Et tout ceci, ce sont des options d'élimination de CO2 naturelles, fondées sur la nature. Les autres sont technologiques, par exemple le captage direct du carbone de l'air.
c'est-à-dire qu'on enlève directement le carbone de l'air, ou par exemple ce que l'on appelle la météorisation accélérée, qui également vise à capturer du CO2 de l'atmosphère avec des produits chimiques, etc. Donc ce sont des options tout à fait technologiques. Ce que l'on peut voir, c'est que toutes sortes de trajectoires d'atténuation pour le 1,5 degré ou pour le 2 degrés, et même le 2,5 degrés ou 3 degrés, demande tout un certain niveau d'élimination du CO2. Mais il faut voir quelle quantité on va avoir besoin. Et, de voir si on va avoir des technologies plus ou moins technologiques. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de captage direct de l'air, il faut voir qu'on n'a pas actuellement cette technologie. Ou alors, on l'a vraiment à tout début, à petite échelle, c'est cher. Et même si dans nos modèles, pour une certaine raison, on a trop de décès, eh bien, ça laisserait une sorte d'espace ouvert à ne pas trop en faire à court terme, en espérant qu'ensuite, on va trouver une technologie, une solution technologique qui va nous permettre de résoudre le problème qu'on aura créé de ces émissions de carbone. Donc, ces trajectoires dépendent différemment de l'EDC. Et sur les 5 que nous avons sélectionnées, l'une est celle des émissions négatives. Et elle repose beaucoup sur l'EDC. En réalité, c'est un scénario de limitation à 1,5 degré, mais où il y aurait quand même un gros dépassement, car c'est un scénario où on se dit on continuera à court terme à dépendre des combustibles fossiles en espérant qu'à partir de la moitié du siècle, on va réabsorber ce CO2 de l'atmosphère, ce CO2 que l'on aura émis afin de compenser ce que l'on aura mal fait ou pas fait avant. Et ça, c'est très risqué. Donc, ce sont les compensations que l'on a. Est-ce qu'on pourrait approfondir ces risques? Je pense que vous parliez de l'aléa moral ou ce qu'on appelle aussi la dissuasion de faire l'atténuation, de prendre des mesures d'atténuation. Et j'ai l'impression que dans le débat grand public, dans les entreprises, dans les gouvernements, il y a une prise de conscience et on prend de plus en plus au sérieux l'élimination du CO2. Peut-être dans les États y accordent de l'attention. Donc, au sein de vos modèles, donc des trajectoires, des scénarios dont vous parliez, est-ce que vous incluez l'effet de cet aléa moral et est-ce que vous pouvez l'intégrer et est-ce que vous voyez ceci dans vos modèles? Est-ce que vous modelez ce risque? Modélisez, pardon. Ce que l'on a pu faire, c'est de montrer les conséquences de l'utilisation de plus ou moins de technologies et ces modèles sont des bons exemples de ceci. Donc, certaines de ces trajectoires d'annulation euh, mettent plus de décès au fil du temps. Et on peut voir en plus les conséquences de faire ceci à court terme pour voir quelles sont les conséquences pour le secteur des combustibles fossiles, pour le secteur nucléaire. Mais on n'est pas exactement capable d'évaluer le risque, l'aléa moral qui se profile. On peut montrer que ceci est plus ou moins risqué et de dire que c'est par exemple moins cher à long terme si donc on joue avec les numéros et on espère que ces scénarios permettront, où il y a plus de décès, permettront d'avoir des technologies disponibles plus tard et à des coûts qui sont acceptables et acceptés par la société. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure approche, c'est d'appliquer un principe de précaution et ce serait beaucoup mieux de ne pas courir le risque de réaliser plus tard que cette technologie qu'on espérait être mûr à telle échéance n'est pas mûr et qu'on ne peut pas l'appliquer. Donc, même les scénarios les plus ambitieux essayent d'en faire le plus à court terme en utilisant des technologies qui ne sont pas chères, qui fonctionnent. Et dans ce cas, les solutions fondées sur la nature sont fondamentales. Il n'y a aucune raison, d'aucun point de vue, de ne pas faire de boisement, de reboisement. Euh, et ça va être efficace en termes d'énergie. Donc, je pense que ce sont tous des bonnes choses. Sauf si la forêt empiète sur les récoltes, les terrains agricoles de quelqu'un d'autre qui pourrait ne pas trouver ça
très bien. Mais je vous le répète que beaucoup d'études ont montré qu'on a assez d'espace dans le monde pour l'agriculture, pour la nourriture et également pour préserver nos forêts. Il y a un autre aspect, je ne sais pas si c'est déjà entré dans le débat général, et c'est une idée, je crois, qui vient d'Inde et qui est récente, selon laquelle les pays développés devraient être plus rapides vers les émissions nettes négatives afin de permettre aux pays en développement d'avoir plus de temps pour continuer à émettre. Ça rentre en quelque sorte dans la lutte contre la pauvreté, c'est un élément de justice climatique. Et d'ailleurs, on parle aussi de décolonisation de l'atmosphère, du CO2 qui a été émis par le passé. Est-ce que d'après vous, cette idée est émergente et comment en fait, arrive à rejoindre un peu ce déséquilibre? Est-ce que vous le modélisez? Oui, la plupart des scénarios représentés dans les débats du GIEC dépendent de quelque chose que l'on appelle les solutions les moins coûteuses. Ce qui veut dire que s'il est plus économique de réduire les émissions en Inde et plus cher de le faire aux États-Unis, le modèle que l'on va choisir, c- c'est d'en faire plus en Inde et moins aux États-Unis. Donc c'est la façon dont ces modèles travaillent normalement, les solutions moins coûteuses, afin de répondre justement à cette question de justice. Il faut penser aux mécanismes financiers, au transfert de technologiques et construire des capacités pour permettre à ces pays qui ne sont pas préparés et qui n'ont pas les fonds de faire ceci, de faire quelque chose qui va être bon non seulement pour eux, mais également pour le monde. Mais parallèlement à cela, on examine d'autres scénarios qui utilisent ce que l'on appelle le partage des fardeaux, des schémas de partage des fardeaux. On peut avoir un monde où, où chaque pays a le droit d'émettre, ou alors chaque pays du monde ou chaque personne du monde a le même droit d'émettre, d'avoir ses émissions cumulées. Donc, il y a différents schémas et plans qui sont possibles. On les examine donc, et on voit quelles sont les conséquences pour pour chaque pays en fonction du schéma de partage du fardeau que l'on utilise. La plus grande conclusion, la conclusion principale à laquelle nous sommes arrivés, c'est que ce sont les programmes de partage des fardeaux qui mènent à des coûts les plus élevés. Même pour l'Inde, par exemple, ce serait bien que ce soit pour l'Inde, il y ait une approche moins coûteuse, à condition que il y ait des fonds internationaux qui arrivent dans ces pays afin de rendre disponible ce que ces pays, ce qui a un sens pour ces pays. C'est une grande condition, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, mais on regarde quelles sont les conséquences pour les différents pays, pour les différentes répartitions des fardeaux, et également quels sont les coûts donc pour chaque pays et pour l'économie globale. Mais je le répète, bien sûr, nous sommes préoccupés par le fait que les scénarios doivent montrer que, par exemple, si certains pays dépendent largement des combustibles fossiles, parce qu'ils les exportent, il faut voir que dans les trajectoires les plus ambitieuses, les combustibles fossiles vont jouer un rôle mineur à l'avenir, ce qui va provoquer des conséquences pour les pays en question. Il faut donc réfléchir à une sorte de mécanisme financier qui va permettre à ces pays d'entreprendre une transition équitable, car ils vont faire quelque chose qui va être bon pour eux, mais qui va être encore meilleur pour la planète. Donc, ces modèles attirent notre attention, oui, effectivement. J'aimerais parler d'un autre ensemble de possibles options dont on parle, étant donné le défi qui consiste à réduire les émissions de CO2, à éliminer également le CO2. Il y a des scientifiques et des hommes politiques, des politiques et femmes aussi, qui parlent de la modification du rayonnement solaire, c'est-à-dire de refléter une partie de la lumière solaire, la refléter dans l'espace, afin de réduire les températures du globe. Parfois, on appelle ceci la géo-ingénierie solaire, on emploie également d'autres termes, mais bien entendu, tout ceci s'accompagne de beaucoup de risques et d'incertitudes, car ça peut réduire les risques climatiques, mais en créer d'autres. Est-ce qu'il y a eu des débats ou des travaux faits par le GIEC pour ajouter ces idées à votre modélisation ou à vos trajectoires?
Oui, on commence à en débattre, mais la représentation de la modification de la gestion du rayonnement solaire, la MRS, est très timide pour ne pas dire inexistante. La raison, c'est parce que donc c'est dans ces trajectoires, ces modèles ont besoin de beaucoup de données, d'informations, c'est-à-dire les coûts, la vie utile, l'efficacité, etc. Et avant d'avoir des projets pilotes, et il faut avant qu'on ait les bonnes données sur le fonctionnement de ces données, il faut voir combien ils vont coûter. Et avant qu'on ait tout ça, il est très difficile d'intégrer vraiment ça dans les modèles. On le fait déjà, mais pour le moment, les coûts sont très élevés. Et la plupart des modèles sont donc s'orientent vers des solutions moins coûteuses et ces techniques ne sont pas choisies. Donc parfois, ces techniques sont déjà représentées, mais ne sont pas choisies, car, mais si parfois, voilà, on se dit qu'on ne va pas pouvoir avoir simplement un réchauffement d'1,5 degré sans dépendre de ceci. Mais, mais sans en faire trop, ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre nos objectifs ambitieux du climat. Et bien entendu, la MRS va peut-être être une possibilité pour le futur. Mais au jour d'aujourd'hui, on essaye de l'éviter. Mais c'est pourquoi il est si important, même si nos modèles ne choisissent pas pour le moment la MRS, il est important d'étudier ces questions, de commencer à avancer sur ce sujet, car si dans un avenir proche, on se rend compte que le 1,5 degré n'est pas réalisable, à moins qu'on utilise la MRS, il va falloir qu'on ait des technologies qui soient beaucoup plus avancées et plus mûres. Mais voilà, pour le moment, on évite de les déployer. Vous avez employé le mot risque souvent, et l'un des plus grands défis ici, et sachant qu'il n'y a pas de trajectoire sans risque, et finalement, il y a d'un côté certains risques et de l'autre côté, il y en a d'autres. Donc, avec la MRS, vous avez l'idée d'un monde où on utiliserait la MRS avec les risques secondaires qui en dépendent, et un monde qui n'utiliserait pas la MRS, plus chaud, et qui a des choses que l'on connaît, mais également des choses qu'on ne connaît pas. Donc, est-ce qu'il y a je sais pas, comment est-il possible de mesurer un peu ces deux risques? Est-ce qu'il y a un politicien qui dise, voici, mettons en balance ces deux types de risques, le risque à faire et à ne pas faire. Marc, nous n'en sommes pas encore à ce stade. Nous avons encore la possibilité d'un monde qui ne se réchauffe pas autant, qui ne soit pas aussi chaud, et où il n'y ait pas besoin d'utiliser la MRS. Donc ça, c'est ce qui est montré dans le dernier rapport du GIEC. La fenêtre de temps se referme, mais elle n'est pas complètement fermée. Elle est encore entrouverte. Elle est encore un peu entrouverte. On a encore une possibilité, une chance d'atteindre le 1,5 degré sans avoir besoin d'utiliser la MRS. Mais cette fenêtre est en train de se refermer. Et il est fort probable que dans un futur proche, il faut que l'on mette en balance ces risques. Donc, mais actuellement, on parlait d'une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves et qui n'a pas encore été vraiment testée, ou alors on pourrait ne pas décider de prendre cette road et d'essayer d'explorer, d'examiner les risques à vivre dans un monde beaucoup plus chaud, pardon. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et maintenant, il est vraiment temps de faire une recherche sur ces technologies, de commencer à vraiment à s'y mettre sérieusement et éventuellement faire des projets pilotes, car à- dans un avenir proche ou à mi-terme, il est probable que nous ayons à prendre en compte ces technologies. Mais aujourd'hui, la plupart des scientifiques pensent que c'est trop dangereux et on ne comprend pas véritablement toutes les conséquences à le faire, mais il faut commencer à étudier cette possibilité. Merci. Vous travaillez depuis longtemps dans ceci, bien entendu, il peut être plutôt difficile de travailler sur les questions climatiques et de prendre conscience de l'amplitude de sujets et de garder pour autant une sorte d'enthousiasme et d'espoir dans votre travail sans pour autant faire l'autruche. Comment comment faites-vous face à tout ceci? Comment réussissez-vous à voir la réalité en face en restant apparemment assez enthousiaste?
Ah, Marc, nous sommes censés être les spécialistes, nous sommes des spécialistes, donc officiellement, nous sommes les personnes qui devraient le mieux comprendre le problème et devraient comprendre les risques. Je pense que nous sommes encore capables de garder un certain espoir, hein. On essaye d'avoir notre morale haut comme ça parce que nous croyons que nous avons encore une chance. Comme je disais, les chances s'amenuisent. La fenêtre de temps se ferme, mais on a encore l'espoir de limiter le réchauffement à 1,5 degré sans réchauffement ou avec un petit dépassement ou même d'avoir un monde à 2 degrés. Si on commence dès maintenant à être trop pessimiste nous enverrions un message très négatif. Donc, on ne se cache pas les choses, on ne dissimule pas non plus les choses, nous jouons la transparence, mais nous savons justement que c'est encore possible. Mais on essaye de montrer que nous savons que nous sommes en plein milieu d'une crise climatique, ce qui veut dire qu'il n'est pas suffisant d'en être préoccupé et de ne rien faire. Donc, il faut dire que si on agit très très vite, de façon très active, on a encore une chance certaine d'atteindre notre but. Mais c'est pour ça que l'on arrive à maintenir l'espoir, hein. Mais vous avez raison, ça ne va pas durer toujours, cet enthousiasme ne va pas durer toujours et d'avoir encore la chance de le faire. Donc, gardons l'espoir, et espérons que nous allons le faire. Merci beaucoup, Roberta Schaeffer, pour cette passionnante conversation. C'est moi qui vous remercie.